Maintenant, le deuxième aspect, concerne les conséquences de l'état de choc. Dans l'état de choc, on a un dysfonctionnement des organes les uns après les autres. Et le premier organe touché, c'est le rein. L'insuffisance rénale aiguë est constante en cas de choc. L'hypoperfusion périphérique induite par l'état de choc, quelle que soit l'étiologie, et la reperfusion tissulaire induite par les traitements mis en œuvre sont susceptibles d'entraîner une inflammation systémique. Cet état inflammatoire va entraîner, si elle est prolongée ou bien si au cours de la reperfusion, va entraîner des, va entraîner une. Enfin, ce que je veux dire, c'est que lorsque les mécanismes de choc sont dépassés, l'état d'hypoxie tissulaire persiste et il y aura une cascade de réactions d'organes qui va aboutir à ce qu'on appelle le syndrome de défaillance multiviscérale. Et c'est l'occasion de préciser aussi que lorsque tous les états de choc, que ce soit le choc anaphylactique, le choc hypovolémique ou cardiogénique, lorsqu'ils ne sont pas traités, ils vont ressembler à un état de choc septique. C'est ce qu'on appelle le choc sepsis-like. Ceci est dû justement à cette inflammation qui s'est développée au cours de l'ischémie d'organes. Maintenant, la deuxième conséquence qui va se produire est à l'échelon du métabolisme cellulaire. On sait que la mitochondrie, c'est le poumon de la cellule avec le glucose comme métabolite essentiel en anaérobie. Et avec le cycle de Krebs, on aura production de l'ATP qui, en présence d'oxygène, va entraîner une phosphorylation oxydative et puis le reste. Maintenant, si les mécanismes adaptatifs qu'on a vus là précédemment ne sont pas mis en place ou alors sont dépassés, on va entrer dans un état d'hypoxie tissulaire, ce qui est matérialisé par le schéma suivant. Donc, le transport artériel en oxygène, c'est ça, TaO2, va atteindre un seuil critique. C'est ça, la TaO2 critique, qui correspond également à une extraction d'oxygène critique à partir duquel la consommation d'oxygène, ici, consommation d'oxygène, c'est VO2, qui va devenir dépendante de la TaO2. C'est ça qu'on voit dans le mécanisme anaérobique. Il y aura production de lactate. Donc, en cas d'anaérobie, lorsque l'organisme va fonctionner en anaérobie, il n'y aura plus d'oxygène, il n'y aura plus de phosphorylation oxydative, ce qui entraîne une augmentation du taux de lactate qui va passer dans le sang. C'est un marqueur du métabolisme anaérobie qui permet de suivre l'état de choc. Dans le diagnostic positif des états de choc, en général, on distingue des signes cliniques précoces et des signes cliniques tardifs. Pour ce qui est des signes cliniques précoces, on va voir une froideur des extrémités avec cyanose, un TAC qui sera supérieur à 2 secondes, une tachycardie, une tachypnée et une oligurie. Les signes tardifs, au niveau cérébral, on aura de l'anxiété, une confusion, voire même un coma. Au niveau rénal, on peut avoir une anurie par nécrose tubulaire. Au niveau pulmonaire, on aura un œdème lésionnel qui va entraîner un syndrome de détresse respiratoire. Au niveau hépatique, on aura une cytolyse avec insuffisance hépatique. Au niveau cardiaque, on aura une ischémie avec trouble du rythme. Et au niveau de la coagulation, on aura des thrombopénies avec des CIVD. Du point de vue de l'apparat clinique, on peut doser les gaz du sang qui vont montrer une acidose métabolique biologique, une hypoxémie et des signes d'hypercapnie. Ceci va se traduire par une baisse du pH, une augmentation de la PaCO2, une augmentation des bicarbonates et les lactates seront aussi élevés. En fonction de l'étiologie du choc, on peut rajouter d'autres examens complémentaires. Par exemple, pour le choc septique, on fait une hémoculture, un ECBU, bref, on traque le germe. Pour le choc hypovolémique, ce sont les mêmes examens paracliniques. Le choc cardiogénique, on peut faire une écho-cœur ECG, un cathétérisme cardiaque, une radio du thorax. Donc, en gros, il y a deux situations cliniquement lorsque le choc est compensé et lorsque le choc est décompensé. Si le choc est compensé, on aura une tachycardie, des pouls périphériques qui sont mal frappés, des marbrures, un TRC allongé, des extrémités froides, mais la tension sera normale. Lorsque le choc est décompensé,
on a une tachycardie qui est plus importante, les pouls centraux qui sont faits, pâleur, marbrure, un TSC qui est encore plus allongé, une hypotension avec des troubles de l'état de conscience, irritabilité et une anurie. Pour ce qui est du retentissement, sur le plan rénal, on aura une insuffisance rénale aiguë avec ou sans urine. Sur le plan pulmonaire, on aura un syndrome de détresse respiratoire aiguë. À la radio, on verra des atteintes alvéolaires diffuses ou localisées. Si on fait des gaz, si on dose les gaz du sang, on aura des hypoxies, hypercapnie et des signes d'acidose métabolique. Sur le plan cardiaque, on aura une défaillance cardiaque. À l'écho-cœur, on aura une atteinte du ventricule gauche. Sur le plan cérébral, on aura une altération de l'état de conscience. Au niveau digestif, on peut faire un ulcère de stress, une ischémie mésentérique. Sur le plan hématologique, on aura des troubles de la coagulation. Sur le plan métabolique, on aura une acidose lactique, hyperglycémie, hyper ou hypoglycémie, hypocalcémie. Et sur le plan du foie, on aura une insuffisance hépatocellulaire avec les signes de cytolyse. Pour ce qui est du diagnostic étiologique du choc hypovolémique, pour ce qui donc les paramètres, on aura une fréquence cardiaque qui est élevée, c'est le premier signe d'hypovolémie. La pression artérielle, c'est un signe tardif de l'état de choc. Le pouls, il faut comparer les pouls centraux et les pouls périphériques. Un pouls central qui est faible signe un état de choc décompensé. Un pouls périphérique qui est faible signe un collapsus ou une hémorragie. Le temps de recoloration cutanée, lorsqu'il est normal, il est inférieur à 2 secondes. Mais en cas de choc, on aura un temps de recoloration cutanée qui se prolonge, qui peut aller de 3 à 5 ou voire même plus. Et le TRC qui est au-delà de 5 secondes témoigne d'un état de choc prolongé. On aura aussi une pâleur, une cyanose ou des marbrures. Au niveau cérébral, on a déjà parlé irritabilité, agitation, omnibulation. Au niveau rénal, on aura une GRS inférieure à 0,5 ml/kg qui signe une anurie. On doit rechercher aussi des signes de déshydratation sévère, notamment un pli cutané qui persiste, des yeux enfoncés, des lèvres sèches, fontanelle antérieure déprimée, des signes d'hémorragie extériorisée tels qu'un méléna, une hématémèse, des épistaxis. Pour ce qui est des étiologies des chocs hypovolémiques, on a la déshydratation qui peut être secondaire à des pertes digestives, une polyurie, des pertes cutanées comme dans des brûlures étendues ou un syndrome de Lyell. Ça peut être secondaire à des hémorragies extériorisées ou non, à une infection chirurgicale, par exemple dans les occlusions avec constitution du troisième secteur. Le diagnostic étiologique du choc cardiogénique se fait cliniquement sur la base d'une dyspnée, d'un gênement, d'une fréquence respiratoire qui est augmentée, un pouls filant, une pression artérielle qui est basse avec une différentielle basse aussi. Également, on aura une peau grise, une froideur, un THC allongé, une hépatomégalie avec turgescence des veines jugulaires, tachycardie puis bradycardie. À la paraclinique, on peut faire une écho-cœur, une radiographie du thorax, un ECG. Les étiologies du choc cardiogénique sont classées en 2 groupes, primaires et secondaires. Primaire, c'est une atteinte cardiaque, c'est une atteinte même au niveau du cœur. Ça peut être soit une cardiopathie congénitale, un trouble du rythme, une endocardite. Ça peut être des étiologies secondaires peuvent être soit infectieuses, un choc septique qui se complique par un choc cardiogénique, ça peut être métabolique dans les maladies de surcharge, ou ça peut être secondaire à une maladie systémique telle qu'un lupus, une polyarthrite noueuse.